Alors mon propos cet après-midi va tenir essentiellement sur la formation industrielle. Notre pays prône la réindustrialisation avec deux objectifs en tête, le retour à un équilibre de la balance commerciale et la construction d'un monde beaucoup plus vertueux écologiquement parlant. Mais pour parvenir à cet objectif, il nous manque beaucoup de main-d'œuvre qualifiée dans les champs professionnels et technologiques. Le premier constat que nous pouvons faire est celui du manque de candidats à l'entrée des formations. L'industrie ne fait pas rêver. L'image portée par les médias et globalement dans les formations est telle que l'orientation sur ces filières se fait généralement par défaut. Que faire pour changer cette vision? Alors, fini les temps modernes de Charlot, fini Germinal de Zola, l'industrie a beaucoup changé. Les tâches industrielles ont évolué et permettent à l'homme de s'épanouir. Les défis posés par le besoin de bien-être au travail et d'épanouissement à la fois personnel et collectif nécessitent une approche différente de la construction des formations de ces personnels techniques industriels. Avant de développer la formation, il nous faut nous intéresser à cette industrie. Et je pense que là, peu de gens savent ou se rendent vraiment compte du fait que tout ce qui nous entoure est constitué d'objets manufacturés, donc produits par l'industrie. De notre naissance à la fin de notre vie, nous côtoyons ces objets. Le matin, nous nous levons. Avant de se lever, le réveil sonne, donc c'est un objet manufacturé. Nous gagnons la salle de bain. Dans cette salle de bain, nous appuyons sur l'interrupteur. La lumière s'allume comme par miracle. Toute une chaîne de produits manufacturés permettent ce miracle. Nous passons sous la douche, tournons le robinet, de l'eau chaude arrive. Là encore, toute une chaîne de produits manufacturés ont permis cette arrivée d'eau chaude. Nous gagnons la cuisine, nous déjeunons, nous nous habillons. Nous prenons la voiture pour gagner notre lieu de travail. Attends, pas la voiture, le vélo ou les transports en commun. Encore des objets manufacturés. Une personne âgée traverse la route, elle se fait renverser ou tombe, col du fémur cassé. Les services de secours arrivent, déposent la personne sur un brancard, la mettent dans une ambulance, la conduisent à l'hôpital. Opération, scalpel, scie, ciment, prothèse de hanche. Derrière, rééducation. Tout ça se fait à l'aide d'objets manufacturés. Maladie nosocomiale, ce n'était pas prévu. Décès, je vais peut-être m'arrêter là, c'est pas la peine. Et dans l'histoire, notre vie ne peut se défaire de tous ces objets, et donc le monde industriel et ses technologies, sans cesse évolutives, ces personnels sont indissociables de notre vie moderne. Alors notre problème est d'attirer des talents vers ce monde industriel, et cela nécessite d'ouvrir les portes de nos entreprises, de nos sites de fabrication, de nos bureaux d'études, de nos centres de recherche. Il nous faut aller à la rencontre des jeunes pour les mettre en contact avec des personnes qui sont essentiellement des personnes passionnées. Mais cela ne passe pas qu'au travers de stages en insertion, en immersion dans l'entreprise. Trop de jeunes, sans compétences particulières, vont faire ces stages et on leur demande d'observer. C'est vrai, ils observent. Et il en ressort quoi? Ils reviennent généralement en se disant « j'ai passé plusieurs jours à attendre l'heure libératrice ». Donc, nous n'avons pas atteint les objectifs. Toute immersion doit être précédée d'un travail de co-construction du passage du jeune dans l'entreprise. Et ça demande un travail entre l'entreprise d'accueil et les équipes pédagogiques. Alors vous imaginez bien que dans une classe de 30 élèves, 30 entreprises, ça veut dire que les équipes pédagogiques doivent passer du temps avec chacune des entreprises pour construire cette immersion du jeune. Sommes-nous réellement prêts à consacrer tout ce temps? Qu'en est-il des formations? Tout d'abord, l'orientation. Tout jeune a des talents, encore faut-il
qu'ils s'en rendent compte et que nous les aidions à les découvrir. Or, orienter par les négatives est le problème récurrent de notre société. Que de jeunes abîmés. Former à un métier, c'est avant tout ingurgiter tout un tas de connaissances, de savoir-faire. Et pour la plupart d'entre eux, viser le 10 sur 20 leur permet d'obtenir le diplôme. Il est vrai que lorsque nous appelons un professionnel pour dépanner un objet, nous espérons que ce professionnel a les compétences et les savoirs nécessaires au dépannage. Encore faut-il qu'il fasse partie des X% qu'ils ont acquis. Dans le cas contraire, les ennuis se poursuivent. La formation doit conduire chacun des apprenants à viser l'excellence pour lui-même. Et l'obtention du diplôme doit être une formalité dans l'acte de formation. Chaque apprenant doit en fait viser un état de compétence qui lui permettra d'assurer au mieux les tâches qui sont attendues dans son futur métier. Le problème, c'est que le monde évolue tellement vite que s'en tenir au référentiel n'est pas suffisant. Alors, le référentiel de formation, vous ne savez peut-être pas, mais pour le construire, il y a un travail énorme. Vous avez en gros une première année de travail par des inspecteurs pédagogiques lors de commissions paritaires consultatives. Donc il y a des entreprises qui sont représentées et qui viennent énoncer leurs besoins. Et au bout de cette année-là, un cahier des charges est pondu. À partir de ce cahier des charges, une autre équipe constituée d'enseignants et d'inspecteurs pédagogiques qui ont été choisis pour leur dynamisme et leur implication vont rédiger le contenu de ce référentiel. Il faut compter à peu près 2 ans. Et croyez-moi, pendant ces 2 ans, ils ne chôment pas. Au bout des 2 ans, 6 mois de transmission, entre guillemets, du référentiel aux équipes pédagogiques et aux établissements. Nous en sommes déjà à 2 ans et demi. Et il nous faut 2 à 3 ans pour former les jeunes, pour sortir un bac professionnel. Résultat, ces jeunes formés à partir du nouveau référentiel sortent sur le marché du travail avec 6 années de retard. Que s'est-il passé dans l'entreprise pendant 6 ans? Le monde a évolué, les technologies ont évolué, les besoins ont évolué. Donc, il y a une difficulté qui persiste. Et pourtant, ce référentiel est essentiel comme base de départ afin que l'ensemble des apprenants du pays reçoivent ce minimum requis. L'évolution rapide du monde nécessite donc que nous apportions une approche un peu différente. Et cette approche pourrait passer par la modularisation des enseignements. Actuellement, on enseigne du français pour du français, des maths pour des maths, de la physique pour de la physique, etc. Mais où est la cohérence dans tout ça? Chacun dans sa sauce, le jeune prend ce qu'il peut et essaye d'en faire une synthèse. Avec la mise en place de modules, il nous serait possible de créer un certain nombre de modules qui touchent ou qui se réfèrent, disons, au cahier des charges, ou plus exactement au référentiel. Et dans chaque module, on ferait intervenir l'ensemble des matières sur des compétences bien identifiées. On redonnerait du sens à chacune d'entre elles dans le cadre de ces modules. On pourrait rajouter des modules complémentaires qui répondraient aux besoins identifiés dans le cadre d'une relation plus approfondie entre les entreprises et les centres de formation. Et là, ces modules permettraient de s'adapter, on va dire, au tissu local. Enfin, on pourrait rajouter quelques modules spécifiques qui permettraient aux jeunes de sélectionner ceux qui correspondraient à leur appétence. On pourrait très bien imaginer qu'un jeune qui est dans une formation d'usineur ait une passion pour l'automatisme. Pourquoi ne pas toucher à un module qui prendrait en compte la robotique, qui prendrait en compte les effets de la robotique sur les aspects sociétaux, entre guillemets, de leur mise en place, etc. On pourrait faire des choses intéressantes. Et enfin, après tout ça, il ne faut pas oublier la culture. On pourrait très bien mettre en place, là aussi, des modules qui leur permettent
de découvrir des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Dans les bacs professionnels, rares sont les jeunes qui sont allés au théâtre, à l'opéra, voir des choses un petit peu différentes. Donc on pourrait les amener à se cultiver, et ça c'est quelque chose d'important. La culture est un manque essentiel dans nos personnels industriels, leur ouvrir le champ des possibles. On pourrait aussi mettre en place leur implication en les lançant sur des actions tournées vers la société. Valoriser, en fait, par exemple, l'aide aux devoirs, les actions caritatives, l'encadrement sportif et bien d'autres choses. Et tout ça permettrait de mettre en avant les savoir-être de ces jeunes. Donc l'ensemble de la formation serait globalement un parcours qui serait construit pour chacun des jeunes avec des modules indispensables pour obtenir le fameux diplôme, des modules complémentaires pour s'adapter au tissu industriel local, des modules complémentaires à la fois sur cette culture et sur son appétence. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et dans l'histoire, ces modules pourraient compléter globalement les savoir-faire métiers et permettraient une ouverture au monde pour ces jeunes et à la société qui est plus que nécessaire pour construire des citoyens qui pourront faire enfin des choix et des choix de vie. L'implication de l'entreprise dans la démarche de formation est nécessaire, de la conception à sa diffusion. Le mentorat peut être une solution pour amener les industriels au sein des établissements. De même, il serait intéressant d'avoir une présence plus accrue des enseignants dans l'entreprise, pas en tant que visiteurs, mais en tant que personnel de l'entreprise. Une immersion de temps en temps des enseignants leur permettrait de se rendre réellement compte de ce qui s'y vit. Et donc, en complétant globalement les activités, on va dire, faites dans l'entreprise et menées par les enseignants, nous pourrions faire en sorte d'avoir un monde de la formation qui soit plus riche pour les jeunes. Donc, pour clore mon propos, je dirais que les mondes de l'entreprise et de l'enseignement doivent faire un pas supplémentaire l'un vers l'autre. Bien sûr, nul ne détient la vérité. Chacun possède un savoir-faire qui est indéniable, et la formation doit être une co-construction, à la fois pour les apprenants et pour l'avenir des entreprises. Bien, je vous remercie.